Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Après les événements tragiques de la semaine dernière, les travaux parlementaires reprennent peu à peu un cours normal. Les sénateurs examinent en ce moment l'un des projets de loi phares de ce début d'année, le projet de loi NOTRe pour une nouvelle organisation territoriale de la République qui répartit les compétences entre les différents échelons. Ils examinent ce matin l'article 2 qui porte sur les compétences des régions en matière de développement économique. Alors d'un côté, il y a le gouvernement qui veut donner un maximum de pouvoir à ces nouvelles grandes régions, développement économique, donc innovation, routes, collèges, et de l'autre les sénateurs de la majorité qui ont peur que l'on ne déshabille le département pour habiller la région avec en filigrane la crainte de la suppression de l'échelon départemental. Vous allez le voir, les événements de la semaine dernière pèsent lourdement sur les débats. Certes, chacun campe sur ses positions, certes, il peut y avoir des tensions, mais les débats restent très respectueux et très feutrés. Tout de suite, direction l'hémicycle pour la séance. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 405 au sein de l'article 2. Dont nous allons aborder 14 amendements faisant l'objet d'une discussion commune et l'amendement numéro 121 rectifié bis est présenté par Monsieur le Président Hyest. Merci Monsieur le Président. À la suspension cette nuit, nous avons réfléchi à préciser ce que la Commission vous proposait déjà. Parce que je rappelle qu'il y avait un amendement que je vous avais annoncé d'ailleurs, un amendement 1021 qui précisait les compétences des diverses collectivités en dehors de la région. Et donc, notre amendement, nous l'avons complété, puisque nous rappelons explicitement, pour permettre à chacun de ne pas être obligé de se référer à tout moment au Code général des collectivités territoriales, parce que c'est de ça dont il s'agit, les compétences des intercommunalités, il ne faut pas dire, de la métropole de Lyon, les autres métropoles étant pour l'instant des intercommunalités. Ce n'est pas la métropole de Lyon, je vous le rappelle, a un statut spécifique. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il figure d'ailleurs dans un titre particulier désormais du Code général des collectivités territoriales. Quand on parle métropole, il ne faut pas parler, et peut-être qu'il y aura d'autres métropoles qui auront d'autres structures. Sait-on jamais, Madame la Ministre? On en parlera sans doute avant la fin de nos débats. Donc l'objet, c'est de dire, ça n'exclut pas les compétences, bien entendu, des intercos. Alors c'est tous les articles que nous citons, de la métropole de Lyon, nous l'avions déjà dit, mais nous le redisons, et il faut rappeler que les départements, d'abord, il y a la solidarité territoriale qui leur permet d'avoir un certain nombre d'actions, et d'autre part, les départements, avec la région, peuvent très bien organiser des actions, mais c'est en vertu de l'article 1111.8 et L. 1511.2 du Code général des collectivités territoriales. C'est conventionnel. Donc je crois que, parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas d'actions, de promotion, etc., qui pourront être organisées avec la région. La seule chose, c'est que le monopole de l'attribution des aides à terme, c'est vraiment la région. Parce que si on n'accepte pas ça, c'est même pas la peine de faire de loi. Franchement, et la région élabore à cette fin un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Nous déclinons après la manière dont on élabore le schéma. Et je vous rappelle que le schéma, c'est une coélaboration. On a été vraiment aussi loin qu'on pouvait. Il y a même l'intervention de la conférence territoriale de l'action publique. S'il y a un désaccord entre une majorité des intercos et la région, eh ben, on peut revenir. Donc vraiment, on a été jusqu'au bout pour à la fois dire clairement
que nous attribuons la compétence économique à la région, mais elle n'est pas la seule, parce que quelquefois on dit elle est la seule. Pas vrai. Les intercos, par la loi, toutes les intercos, le développement économique, c'est de leur compétence. Et vous êtes obligé, même une communauté de communes, vous êtes obligé de mettre le développement économique. Parce que, donc c'est les communes, en fait, mais qui délèguent obligatoirement, puisque je rappelle que la compétence générale des communes fait quand même que quand on a délégué une interco, obligatoirement ou optionnellement, les communes perdent cette compétence. C'est le régime des intercommunalités. Donc je crois, Monsieur le Président, mes chers collègues, que ça clarifie ce qui n'avait peut-être pas été compris par tous, en craignant que la région ne tienne pas compte à la fois des compétences des uns et des autres et des possibilités de travailler on verra d'ailleurs les conventions plus tard à l'article 3. Donc c'est la proposition que vous fait, la proposition rectifiée que vous fait la commission des lois. Merci, monsieur le rapporteur. La parole. Quel est l'avis du gouvernement? Madame la ministre, vous avez la parole. Sur l'ensemble des amendements. Ah oui, d'accord. Monsieur le Président, je ne voulais pas m'exprimer sur un amendement ou sur les amendements, mais simplement, puisque hier soir ça n'avait pas été possible, redire dans quel esprit nous avons déposé le texte d'abord et comment il peut évoluer. Nous étions ici, gouvernement et parlementaires, nombreux à être d'accord pour redire, y compris Gérard Collomb, pour dire qu'il était important que les régions de France aient un rôle majeur en termes de stratégie économique, définition des politiques d'aide directe dont elles ont la responsabilité seules, et surtout le lien recherche, développement, innovation, etc., etc. On avait vraiment cet accord. Enfin, il m'a semblé, lors de la discussion de la loi MAPTAN, qu'on avait cet accord, puisque effectivement, quand a été votée la partie du texte à l'époque sur les métropoles, les questions avaient été posées des régions et nous avions trouvé dans le débat le moyen de bien serrer les choses. Effectivement, comme on se le disait hier soir, une région ne va pas s'occuper de l'immobilier d'entreprise à tel ou tel endroit. Une pépinière d'entreprise, un incubateur, si une collectivité veut le faire, elle sera applaudie. On n'a pas du tout à interdire. On était bien sur cette stratégie globale, mais à encourager et à permettre aux régions d'avoir un rôle extrêmement fort de stratégie industrielle. Qu'est-ce qui nous manque en France depuis la fin du XXe siècle? C'est une politique industrielle. C'est une politique de développement des nouveaux emplois. On a reconnu le fait urbain et les métropoles parce qu'elles sont moteurs et tout le monde le sait et personne ne le nie. Il n'y a pas de souci sur cette appréciation. En revanche, il nous manque effectivement cet engagement de tous pour qu'on puisse définir une politique industrielle. Le gouvernement d'ailleurs s'y emploie avec les projets dits d'avenir et un certain nombre d'axes de travail qui ont été déterminés, mais nous avons besoin que les régions fassent ce travail aussi. Et d'ailleurs, après beaucoup de débats internes au gouvernement et publics, ensuite, la question s'est posée des pôles de compétitivité, du fait que le gouvernement en gère beaucoup trop. L'État en gère 70, pardonnez-moi, c'est pas le gouvernement. L'État en gère 70, c'est beaucoup trop. Il faut que des régions soient en capacité de gérer des pôles de compétitivité et de déterminer d'ailleurs d'autres axes de pôles de compétitivité. Et je vous rappelle enfin, dans notre volonté de redresser la France et de permettre aux territoires d'y participer, nous avons créé cette conférence territoriale de l'action publique et nous avons essayé d'écrire un texte qui puisse permettre que de nouvelles compétences, parce qu'il y aura de nouvelles compétences un jour. Qui aurait cru qu'on discuterait aussi longtemps du numérique il y a quelques années? Il y aura des innovations importantes qui vont venir heurter tous nos textes. Et il est important que la façon dont nous écrivions soit claire pour les régions, leur responsabilité, et naturellement prenne en compte l'action
des métropoles et des intercommunalités. On en a parlé souvent ici au cours du premier débat. Les régions ne doivent pas perdre trop de temps cadre, temps, finance aussi, sur de l'immobilier d'entreprise, sur un aéroport qui a une fonction particulière parce qu'il n'est autre chose qu'un simple aéroport. Il est la seule façon pour une zone de pouvoir vivre. Il y a des cas particuliers de ce type. Donc il n'est pas question que les régions puissent ici, là, partout, effectivement, on a longtemps discuté aussi avec l'ARF, intervenir sur tout et en particulier sur le mobilier d'entreprise. Moi je pense que l'idéal, c'est pourquoi je prends la parole, c'est que sur des compétences que nous allons découvrir en marchant, je mets de côté les aides directes sur lesquelles il faut être extrêmement ferme. Extrêmement ferme. Il y a 6000 interventions aujourd'hui économiques en France. Non, il faut être extrêmement ferme. Les aides directes, il y a un chef de file absolu parce qu'il en a la compétence, donc il n'est même plus chef de file, il est responsable, c'est la région. Il faut être extrêmement ferme, mais après, il faut que la conférence territoriale d'action publique, sur tel ou tel sujet qui va arriver, dans telle région ou dans telle autre, et qui ne sera peut-être pas de même nature, puisse prendre une décision et que la loi le permette. Donc, je crois que dire trop haut que la commune revient dans le développement économique est utile dans la mesure où la clause de compétence générale, le bloc communal l'a. Et que la recherche de rationalisation nous importe. Faisons attention à ce que nous écrivons. Mais moi, je ne serai pas arc-bouté ici. On aura 2 lectures puisque le Premier ministre s'y est engagé. Il faut qu'on puisse être clair. Ce texte veut rationaliser, veut clarifier et veut rendre plus opérants nos collectivités territoriales, puisque à la fin du XXe siècle, nous avons choisi la politique des services et oublié la politique industrielle. Ne revenons pas sur les raisons, avançons. Et je dis un dernier mot, parce que hier soir, ça n'a pas été possible, sur ce que disait Mme Létard au nom de la Commission économique, sur l'obligation d'avoir des contrats entre la région et ce que certains appellent les pays, les pôles, les bassins d'emploi, les bassins de vie, etc. etc. C'est-à-dire des contrats infra. Depuis longtemps déjà, nos régions passent des contrats de ce type. Je pense que ça ne peut pas être dans la loi. J'entends votre volonté, et j'ai même envie de dire votre plaidoyer hier soir, parce qu'il était excellemment conduit, mais c'est vrai que ça ne peut pas être dans la loi, parce qu'ensuite, en fonction des régions, de leur façon de fonctionner, il faut leur laisser la main pour organiser ce dialogue singulier entre la région et les pays entre nous, peu importe l'appellation, ou les bassins de vie ou les bassins de vie économiques. Je crois qu'effectivement, les régions ont souvent ou toujours fait ça. Et je pense que nous n'avons pas à écrire dans la loi comment elles doivent le faire. Et là aussi, moi, je fais confiance aux élus et à la CTAP pour trouver la meilleure façon. Les contrats infrarégionaux, on en a vu en Bourgogne, on en a vu en Franche-Comté, on en a vu en Bretagne, en Aquitaine et ailleurs, et même en Île-de-France. Donc, je pense que c'est important que ce soit pas dans la loi. Je conclus en disant, faisons attention à notre écriture avant que d'autres s'expriment. Il faut, je crois, que le citoyen français qui nous entend, nous écoute et va lire le projet, ait bien entendu que la région a un rôle majeur, déterminant, en termes de stratégie économique, de développement économique, d'internationalisation des entreprises. Il faut que tout le monde l'ait entendu, nonobstant bien sûr les capacités très grandes des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des régions sans métropole. Il y a des régions où il n'y a pas de métropole, ou alors les métropoles sont petites. Faisons attention à ce que notre volonté d'avoir une coopération entre les territoires, de ne plus jouer uniquement sur la concurrence ou le dumping en territoire soit au rendez-vous. Donc il faut que notre texte prenne en compte tout ça et que la coopération entre les territoires pour redresser la France soit vraiment à notre ordre du jour. Merci Madame la Ministre. Je vous rappelle que nous avons 14 amendements en discussion commune, mais compte tenu de l'intérêt que suscite cet amendement rectifié proposé par la Commission des lois et de la demande exprimée par un certain nombre de nos collègues, je vous propose de donner la parole. Ça fera une je dirais un mini débat avant d'examiner les autres amendements. Je suis sûr que il y aura peut-être un certain nombre de retraits. Donc le premier à avoir demandé la parole est notre collègue Adnot. Vous avez la parole, mon cher collègue.
Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous avez eu raison de souligner que ça pourrait entraîner le retrait de certains amendements, ce qui fait que ça ne sera pas du temps perdu. Donc, je voudrais avoir un certain nombre de précisions et je voudrais être précis moi-même. Il n'est pas question pour les départements de demander à pouvoir disposer des aides directes. C'est la région qui s'en occupe, actons-le, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais poser deux questions de manière à ce qu'on puisse m'éclairer et que le débat puisse servir ensuite à argumenter. Parce que dans l'amendement qui nous est présenté, je veux saluer le travail de la Commission, il est dit en fonction des responsabilités économiques des départements. Mais je vais dire derrière cette phrase, encore faut-il qu'ailleurs, il n'y ait pas suppression totale du droit au développement économique des départements. Mais je vais vous poser deux questions. Il y a 2 ans, j'ai une entreprise phare dans le département de l'Aube qui s'appelle les Andouillettes de Troyes et qui a des difficultés financières. Bien. Il faut acheter l'immobilier pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. Elle le loue. Normalement, ça n'est pas une aide directe. Il y a acquisition de l'immobilier. La région refuse d'y venir. Le département se retrouve seul avec l'agglomération troyenne et une petite aide de l'État. Est-ce que j'ai encore la possibilité, est-ce que le département a encore la possibilité de le faire dans un cas comme ça, où la région dit « moi je ne veux pas y participer ». Autre exemple, il y a 4 ans, une entreprise célèbre, puisqu'elle fabrique des cycles Peugeot et qu'elle équipe aujourd'hui la totalité des facteurs en France, a des difficultés. Il faut racheter l'immobilier de l'entreprise. C'est le département qui l'achète, aidé très largement par l'État. La région refuse d'y participer, elle y vient à hauteur de 300 000 2 ans après. Est-ce que nous avons le droit de continuer à le faire? Nous avons équipé une zone d'activité logistique, 250 hectares. C'est le département qui est pilote, les communes étant trop petites. Est-ce que nous avons le droit de continuer à commercialiser les lots pour des entreprises qui veulent s'y implanter? En fonction des réponses qui vont m'être apportées là maintenant, je retirerai l'amendement suivant et je me réjouirai du travail de la Commission. Merci, mon cher collègue. La parole est au président Retailleau. Oui, d'abord, merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de disjoindre cet amendement. Vous l'avez parfaitement compris, il est important et il va éclairer l'ensemble de nos débats. Donc, merci d'avoir pris cette initiative. Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais vraiment remercier Jean-Jacques Hyest et Philippe Bas pour l'effort qu'ils ont fait de rectifier l'amendement que la Commission avait présenté. Je pense que c'est important. Chaque terme doit être pesé. Simplement, pour resituer le débat, je voudrais dire que le choix que collectivement nous avons fait, c'est de ne pas supprimer un échelon. En clair, de ne pas supprimer le département. De dire non lorsqu'à l'époque, le Premier ministre nous a proposé, en 2020, de supprimer le département. Tout vient de là. Pour le faire, la stratégie qui a été développée par Philippe Bas et Jean-Jacques Hyest a été de dire non à la suppression d'un échelon, oui à la clarification et à une forme de spécialisation des compétences. Deuxième temps. Troisième temps, dans la spécialisation, nous nous sommes tous accordés pour dire que le travail, le métier de la région devait être la préparation de l'avenir et que dans ce bloc de compétences devait lui échoir la stratégie, notamment économique. Autre point, il ne s'agit pas, à travers le schéma régional qui va définir une stratégie, il ne s'agit pas de faire de façon cachée un jacobinisme économique régional et de charger la région sur l'ensemble de son territoire de toutes les actions économiques. Elle ne le pourrait pas, notamment dans le cadre de grandes régions. Il faudrait qu'à ce moment-là, elle embauche des milliers de collaborateurs, sans doute plus sur le territoire national. Donc, nous sommes sur un schéma qui exprime des orientations définies par la région, que des intercommunalités, dans le cadre de la conférence territoriale, peuvent d'abord refuser pour forcer la région, du reste, à redélibérer. Et j'aimerais que tous nos collègues relisent attentivement, elle paraît au compte-rendu analytique, la déclaration préalable que le rapporteur Jean-Jacques Hyest a pris soin de faire. Hier, il a été, je pense, trop peu ou trop mal écouté, mais il faut lire cette déclaration.
l'amendement rectifié de ce matin, finalement, tire les conséquences et clarifie, explicite la déclaration préalable de Jean-Jacques Hyest. Moi, je pense que beaucoup de nos sénateurs, je pense à Brigitte Micouleau hier, je pense à Jean-Pierre Grand hier aussi, et d'autres se sont inquiétés. Ils se sont inquiétés parce qu'on sait parfaitement qu'au-delà de nos idées qui tentent à faire à chaque fois de ces exercices de réorganisation des compétences de collectivités territoriales un exercice de géométrie euclidienne. Mais on sait très bien, les exemples que Philippe Adnot a indiqués, que sur les territoires de très très grandes régions, les régions du haut de leur métropole régionale ne pourront pas tout régir. Par conséquent, elles devront impulser une orientation et elles devront déléguer, conventionner avec d'autres collectivités qui gardent la clause générale de compétence, qui auront, la loi leur permet, le code général des collectivités territoriales les y autorise à faire des conventions. Et je souhaite que cette vision réaliste qui concilie le principe de spécialité, de spécialisation, avec le principe de réalité, d'efficacité économique. Parce qu'au bout du bout, c'est ça, c'est la lutte contre le chômage. Je pense que tel qu'il a été exprimé, tel qu'il a été explicité dans l'amendement rectifié, je pense que cette rédaction correspond et répond aux inquiétudes de la plupart de nos collègues. Je voudrais en ce sens remercier le président Bas et notre rapporteur. Merci de votre attention. Merci mon cher collègue. La parole est à François Patria. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le rapporteur. Bon, j'ai vu ce matin les négociations à la salle des conférences entre le rapporteur, auteur des amendements, pour se mettre d'accord sur l'écriture d'un texte qui pourrait donner satisfaction à tout le monde. Quand on veut faire plaisir à tout le monde, c'est pas comme ça qu'on avance. Et j'ai le sentiment ce matin que je vais avoir politiquement tort étant minoritaire, je vais avoir juridiquement tort étant politiquement minoritaire, mais je m'interroge quand même sur la poursuite d'un processus qui vise à tout geler, à ne pas avancer, à ne pas clarifier et au bout du compte à ne pas économiser. Je vais vous donner un exemple. Dans le numérique, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas sur le territoire? Parce qu'on a fait des SCORAN et on a fait des SDANT. Il y a une cohérence faite par la région, puis le département qui fait son schéma. Et je préside momentanément une région où il y a 4 départements, où il y a une SCORAN, aucun département ne fait la même chose. Le problème n'avance pas, chacun a son propre... Certains, c'est la montée en débit, d'autres, c'est... Je ne vous ai pas interrompu, M. Retailleau. Vous savez, on se respecte tous les deux, je ne vous interromps pas. Alors, d'accord, bien. Et ça n'avance pas. Et qu'est-ce que font les départements? Ils viennent simplement voir le président de région pour dire « J'attends de la région qu'elle me donne 30, 40, 50 millions, point de la ligne, laissez-moi faire ce que je veux, c'est mon schéma, c'est le mien. » Eh bien, ça va être pareil. Demain, ça va être pareil avec le développement économique. Moi, je pense que si les trains fonctionnent bien, c'est parce que la région s'en occupe seule. Si les bus fonctionnent bien, c'est parce que le département s'en occupe seul. Et si l'économie marche bien, non pas seule la région, mais que ce soit elle qui puisse décider. J'avais cru comprendre que l'essence même de ce texte, que les déclarations du chef de l'État et du Premier ministre étaient de dire les régions, ce sera l'économie. Et voilà qu'on veut l'émietter, l'éparpiller. Alors j'ai entendu, tout le monde fait de l'économie. Les communes, l'interco, les départements, les métropoles, les agglomérations, tout le monde en fait. Et tout le monde en fait mieux que les autres. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Je plains le futur président de la région PACA. Quand les 2 métropoles, à Marseille et à Nice, auront décidé de faire ce qu'elles veulent, que restera-t-il au président? Il ira sans doute s'occuper des chèvres en Haute-Provence, oui. Il ira à Gap, il ira quelque part, mais il ne s'occupera plus du développement économique. Chers collègues, non. Et puis par contre, là-bas, on lui dira, dans la métropole, non, écoutez, vous êtes bien gentil, monsieur le président, mais moi, j'ai décidé, pour mon université, pour mes incubateurs, pour l'innovation, de le faire. Et puis venez simplement payer ce que vous me devez, ça suffira. Donc moi, voilà, je suis un peu déçu parce que je ne comprends pas aujourd'hui. J'ai bien vu que je dois être le seul président de région ici. D'ailleurs, je le suis depuis pas mal. On est 2 ou 1 ou 2. Pas beaucoup de conseillers régionaux. Alors je vais vous faire une proposition et un amendement. Dans ces conditions, puisque tout le monde fait tout et le fait bien, il faut supprimer les régions, Madame la Ministre. Puisque les régions, aujourd'hui, elles ne sont que des guichets. On va simplifier les territoires, on va enlever un échelon, on va gagner en économie, on fera tout. Donc, à la limite, je ne voterai pas cet amendement, bien entendu. D'ailleurs, je pense que cet amendement sera battu à l'Assemblée nationale, et je l'espère demain. Je ne le voterai pas.
Je ne comprends pas aujourd'hui que sur un sujet aussi sensible que celui de l'emploi et du développement économique, on continue à avoir des guerres picrocolines gauloises. Je sais bien qu'Alésia est en Bourgogne, mais je pensais qu'on l'avait un peu dépassé. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole, Monsieur le Président, vous souhaitez intervenir en ce moment? Oui, je vous donne la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, je vous salue, mes chers collègues aussi. Attention de bien rester près du texte dans nos interventions. Je serais malheureux, cher collègue Patria, que vous considériez que l'amendement de clarification qui a été présenté par notre rapporteur au nom de la Commission doive conduire à supprimer les régions. Gardons dans nos propos les proportions qui nous permettent de dialoguer au plus près de la réalité du texte. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous avions un projet de loi du gouvernement qui reconnaissait en matière économique que la région était la collectivité territoriale responsable de la définition des orientations en matière de développement économique. Je dois vous dire que le texte de la Commission, que nous allons amender avec un amendement de la Commission, était plus régionaliste que le texte du gouvernement, puisqu'il en venait à préciser que non seulement la région définissait des orientations, et il faut être conscient qu'une orientation, ça n'est pas une obligation. Non seulement la région définit des orientations en matière d'économie, mais nous ajoutions, dans une phrase qui comportait quelques renvois à des numéros d'articles, elle est seule compétente pour décider des interventions économiques sur son territoire. Et cette avancée en faveur des régions a paru excessive à beaucoup de collègues qui nous ont dit « et le bloc communal, et la métropole de Lyon, et mon agglomération ». Et nous avons répondu dans un premier temps « rassurez-vous, chers collègues, tout a été prévu ». Les mentions des articles X, Y et Z qui sont aussi dans le texte permettent de couvrir ces préoccupations. Mais vous nous avez dit « moi, je voudrais de la sécurité juridique ». Et nous avons répondu cette nuit, en essayant dans un ultime effort de clarifier notre rédaction, par la proposition d'un amendement qui vise à répondre à ces préoccupations du bloc communal, de la métropole de Lyon, des agglomérations, mais aussi des départements qui, dans le débat, ont porté la voix de collectivités qui réclament de pouvoir, par délégation de la région essentiellement, continuer à intervenir dans certains domaines et dans le cadre fixé par la région. Autrement dit, premièrement, le projet du gouvernement était moins régionaliste que le texte de la Commission. Le texte de la Commission, qui était plus régionaliste que celui du gouvernement, comportait déjà des renvois aux compétences que peuvent exercer d'autres collectivités. Ces renvois n'étaient pas suffisamment clairs. Nous vous proposons de les clarifier pour que la commune, au titre de sa clause de compétence générale qui ne disparaissait de toute façon pas dans aucune des rédactions, ni celle du gouvernement, l'une à l'autre, puisse continuer à intervenir, de même que la métropole et l'agglomération, qui doivent pouvoir avoir des responsabilités dans le développement économique local, à partir du moment où, naturellement, on n'est pas en contradiction avec des décisions prises au plan régional. Et donc, on en arrive maintenant à avoir été très clair sur le rôle de chacun. On n'a pas créé de compétences nouvelles pour les communes, la métropole de Lyon, les agglomérations, etc., ni pour les départements. On a au contraire supprimé pour le département la compétence économique qu'il exerçait de manière générale. Et en revanche, on ne supprime pas au plus près des réalités économiques des compétences qui s'exerçaient et que ni la Commission ni le gouvernement n'avaient voulu supprimer. Les choses allaient peut-être sans le dire, mais elles vont encore mieux en le disant, et c'est l'objet même de l'amendement dont nous discutons, qui n'est pas un amendement rédigé par une sorte de complot aux portes de l'hémicycle, mais un amendement de clarification proposé officiellement par la Commission pour permettre de faire en sorte que chacun y trouve son compte, tout en affirmant bien clairement et très fortement une compétence régionale, plus clairement affirmée encore que dans le texte du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Sueur.
Monsieur le Président, merci. Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Hier soir, entendant le débat, j'étais frappé par la confusion de celui-ci. Ce matin, voyant le nouvel amendement présenté par notre rapporteur Jean-Jacques Hyest, j'ai cru voir une avancée qui m'est apparue salutaire. Entendant mon ami François Patriat à l'instant, je voulais intervenir pour dire comment je perçois cet amendement. Il ne faudrait pas en effet qu'il y ait des lectures très différentes qui aboutissent à ce qu'on ne comprenne pas ce que souhaite le Sénat. Il est clair que si cet amendement voulait dire, cher François Patriat, que tout le monde fait tout, ce serait un recul et vous auriez tout à fait raison de vous insurger. Je comprends cet amendement comme n'entamant en rien la principale innovation de ce texte et peut-être le seul progrès sensible qui résultera de la lecture au Sénat, puisque dans bien des domaines, nous arriverons très probablement à du statu quo à la suite de cette lecture par rapport à ce qui existe présentement. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que ce texte affirme clairement la compétence économique des régions. Leur rôle est clairement mentionné, indiqué. La région, c'est la collectivité de l'économie. Bien. Donc il faut le dire et le redire parce que si tel n'est pas le cas, ce que nous faisons n'a aucun sens. En même temps, j'ai compris, moi, que l'adjectif « seul » posait un réel problème. Il posait un problème par rapport au fait que l'on maintenait la compétence générale des communes et par conséquent la compétence générale en la matière qui peut être déléguée aux intercommunalités. Mais il posait surtout un problème de fait parce que si la région a un rôle éminent en la matière, il est clair qu'il y a une armature urbaine, qu'il y a des communautés, des métropoles, et que celles-ci, forcément, interviennent dans le processus économique, forcément. Donc il s'agit de dire, l'impulsion, la compétence, c'est la région. Et d'autre part, il y a une phrase qu'a prononcée notre rapporteur et qui, pour moi, est tout à fait essentielle. Monsieur le rapporteur Jean-Jacques Hyest, vous avez bien dit que les aides économiques seraient du ressort des régions. Donc, elles seront à l'origine, et ce sera leur rôle à elles, d'attribuer les aides économiques. Cela dit, chacun comprend bien qu'avant d'attribuer l'aide économique, il n'est quand même pas interdit de dialoguer avec la grande ville, ou d'ailleurs la moyenne ville, ou la petite ville, où se situe l'implantation industrielle existante qu'il faut aider, conforter, ou à venir qu'il faut créer. Donc, pour moi, cet amendement n'a de sens que s'il conforte l'intuition initiale du texte, ce qui lui donne sens, région, économie. Rôle majeur de la région dans l'économie, des régions fortes sur le plan économique, mais en lien avec l'armature urbaine, avec les métropoles, avec les communautés, car sans cela, on ne peut même pas régler un certain nombre de questions pratiques. Donc, je tiens à intervenir lourdement, excusez-moi de le faire de cette manière, pour dire que si on donne l'interprétation tout est dans tout et réciproquement, et donc tout cela, ce sont des paroles creuses, effectivement, nous aurons mal travaillé. Si on affirme le rôle éminent de la région, tout en disant qu'il n'y a pas une exclusivité, parce que dans les faits, ce n'est pas possible, je crois qu'on aura fait un pas en avant par rapport à la force des régions
de notre pays. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Favier. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je voudrais aussi à mon tour appuyer cet amendement qui, je crois, effectivement est un amendement de clarification, un amendement utile. Personne ne conteste ici le rôle majeur que les régions doivent jouer en matière de développement économique. Je dirais même que on le souhaite, par exemple en Ile-de-France, moi je souhaiterais qu'y compris l'action régionale soit encore plus forte dans ce domaine qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais pour autant, l'économie ne peut pas être l'exclusivité d'un niveau de collectivité. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à ce que la région soit d'ailleurs plutôt plus que responsable, plutôt chef de file de cette action, qu'elle aille plus loin, y compris dans son intervention, peut-être d'ailleurs en se dispersant moins dans d'autres actions qui sont aujourd'hui menées dans l'activité régionale pour se concentrer peut-être davantage sur cet enjeu-là qui a des conséquences évidemment considérables et très importantes, notamment pour faire reculer le chômage. Donc pour nous, il n'y a pas de problème en la matière. Pour autant, les autres niveaux de collectivité continuent, évidemment, ont un rôle à jouer. Si on prend la question des départements, moi je préside un département d'1,3 million habitants, c'est pratiquement parfois plus que parfois la population de certaines régions. On ne peut pas, évidemment, être en dehors de l'action économique, mais dans un cadre qui doit être redéfini. Par exemple, aujourd'hui, nous finançons, nous, les pôles de compétitivité. Je pense que ce n'est pas notre rôle. Je crois qu'effectivement, c'est plutôt à la région de le faire, mais pour autant, est-ce qu'on doit se désengager complètement d'une action dans le domaine économique? Ça n'est pas possible. Par exemple, actuellement, nous, le plus grand chantier, sans doute un des plus grands chantiers au monde, va débuter sur cette région. C'est la réalisation du Grand Métro Express. C'est dans mon département 5 milliards d'investissements qui vont être réalisés. Il faut déplacer des entreprises. Qui va faire ce travail de déplacement des entreprises, par exemple? Est-ce qu'on va gérer ça à l'échelon régional ou est-ce qu'il faut travailler avec les outils dont on dispose? Nous avons une agence de développement qui, en quelques mois, a permis de relocaliser ces entreprises très rapidement parce qu'il y a un lien, une coopération, une proximité avec le milieu économique et qui a permis de le faire sans perte d'emploi, sans perte dans des conditions. Donc cette agence est utile, elle est efficace. Je dirais même elle est plus efficace certainement que l'agence régionale. Pour autant, demain, moi je ne suis pas contre, évidemment, que cette agence soit éventuellement en quelque sorte une agence déconcentrée au niveau départemental de l'agence régionale. Mais faisons attention de ne pas, du jour au lendemain, sous prétexte de vouloir confier à la région l'exclusivité en quelque sorte de l'action économique, arrêter, bloquer tout ce qui d'ores et déjà est à l'œuvre et qui permet aujourd'hui, au contraire, d'accompagner. Donc on a besoin davantage, je dirais, de coopération entre l'échelon régional et l'échelon départemental. Sans doute que de ce point de vue, il y a des progrès considérables à réaliser et qui ne le sont pas malheureusement toujours. Donc je crois qu'il y a plus un travail, un développement d'une politique contractuelle qui doit être redéveloppée. Les départements, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'ils n'aient plus à verser des aides directes aux entreprises. D'ailleurs, nous sommes toujours assez réservés sur ce plan. Pour autant, au titre de sa compétence en matière de solidarité territoriale, il est évident, par exemple, que les départements doivent continuer à travailler pour favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire, qui sont un des outils pour nous pour permettre la mise en œuvre de nos compétences, par exemple, en matière d'insertion sociale des populations en difficulté. Donc, vous voyez, je crois qu'il y a cet amendement est important parce qu'il permet de clarifier les choses. Il n'enlève rien aux régions, mais il clarifie de manière, je crois, positive la manière dont nous pouvons travailler à l'avenir. Merci, mon cher collègue. La parole est au président Mézard. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne suis pas convaincu que le travail réalisé sur la base du projet de loi du gouvernement, avec la participation du Parlement, aboutisse in fine à une simplification du fonctionnement de nos institutions territoriales. La responsabilité en incombe, je le dis, d'abord au gouvernement, par rapport à la manière dont les textes ont été hachés, présentés dans le désordre, sans que l'on commence par le début d'ailleurs, ou au moins par ce qui devait aller avec, c'est-à-dire la question des ressources des collectivités territoriales.
Et l'amendement que nous avons aujourd'hui, que nous allons soutenir, c'est un peu l'utilisation de rustine sur des pneus percés. Car, mais c'est utile. C'est utile. La réalité, et elle était pas sous-jacente, elle s'exprimait très clairement hier soir, et comme en commission, j'étais très sensible aux explications de notre collègue Gérard Collomb. Pourquoi en arrivons-nous à ce type de difficulté? D'abord parce que il y a une ambiguïté, mais qui est plus qu'une ambiguïté, c'est que très clairement, et c'est encore dans l'exposé des motifs de son texte, le gouvernement a visé dans son texte la suppression des conseils départementaux, et que très clairement, c'est ce qui sous-tend sa position, qui est respectable. Mais comme il s'est passé un certain nombre d'événements, eh bien, il faut quand même faire avec les conseils départementaux, encore que j'ai entendu il y a quelques jours une interview de monsieur le ministre Valigny, et j'ai eu le sentiment que la question des conseils départementaux n'était pas forcément définitivement tranchée. Bon. Mais tout cela entraîne une ambiguïté constante, totale. Parce qu'autant, Madame la ministre, on peut entendre, eh bien oui, nous ne voulons plus de département, mais à partir du moment où on fait avec tout en voulant faire sans, on fait mal. Et c'est ça la réalité qui va amener encore plus de complexification qu'avant. C'est inéluctable parce que pourquoi des métropoles? Pourquoi des départements? Pourquoi des intercommunalités? Parce qu'il faut dire que, quelle que soit leur taille aujourd'hui, les intercommunalités, communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles, communautés urbaines, elles portent la réalité du développement économique sur leur territoire. Et sur leur territoire, elles assurent la péréquation et l'équité. Je reviendrai pas sur le débat sur l'égalité d'hier soir. Je parle d'équité. Or, les régions, de par leur composition politique, de par leur système électoral, sont, disons-le, sauf celle de notre excellent collègue Patriat, le plus souvent coupées des réalités de terrain et veulent imposer des systèmes plus idéologiques que correspondant aux véritables besoins de nos collectivités et de nos territoires. Et cette dualité, avec d'un côté ce système représentatif des régions, aggravé par la fusion de grandes régions, ce système totalement différent de la représentation de nos territoires dans nos intercommunalités, avec les représentants des exécutifs qui sont sur le terrain, qui développent, qui font le travail, eh bien, cela va aggraver la fracture territoriale, j'en suis convaincu. Tout cela n'est pas clair, n'est pas raisonnable, n'est pas réaliste. Voilà ce que je voulais dire. Alors, nous voterons cet amendement parce qu'il a une vertu, c'est de préserver, je dirais, l'essentiel. Mais, cher François Patriat, si toutes les régions fonctionnaient selon les méthodes que vous utilisez, il y aurait moins de débats. Hein? Bon. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Et pour conclure, je vous dirais que quand on a assisté à l'audition des présidents de région ici au Sénat, le mot qui revenait dans leur bouche le plus souvent, c'était lequel? Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Alors, moi, je suis un jacobin national et je ne veux pas l'émiettement du jacobinisme régional. Merci, mon cher collègue. La parole est à Pierre-Yves Collombat. Pour prolonger ce que vient de dire mon président, je dirais que si nous qui sommes ici, nous avions constaté partout un dynamisme évident de la région en matière de développement économique, nous serions moins réticents. Si le projet de loi prévoyait pour les régions de nouvelles ressources financières pour animer cette politique économique, par exemple sur ce modèle rêvé de l'Allemagne en matière de mobilisation de l'épargne locale, en matière de
modification d'utilisation de la banque publique d'investissement, nous serions moins réticents. Si, en même temps que nous discutons des compétences des régions et des autres collectivités, nous nous étions posé la question du mode de scrutin, du mode de désignation des assemblées régionales et donc de leurs présidents, de façon à être vraiment représentatives des territoires, ce qu'elles ne sont pas actuellement, nous serions moins réticents. Donc, et c'est pour cela, je crois, que l'effort qui a été fait par notre collègue, la nuit en plus, est tout à fait méritoire. Et c'est pour ça que je crois que nous le voterons. Ceci dit, je n'ai pas pu m'empêcher, à la lecture de ce texte, de penser que décidément, nos lois deviennent de plus en plus illisibles. Alors, mon cher collègue, c'est sûr, vous avez introduit de la clarté. Est-ce de la lumière? Et j'ai pensé à ce vers du Cid, c'est vraiment une obscure clarté qui tombe des étoiles. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Collomb. Merci bien, Monsieur le Président. Moi, je veux remercier le président de la Commission des lois et le rapporteur d'avoir fait le travail qu'ils ont fait entre 1h du matin et notre reprise de séance, parce que je crois que cela va nous permettre d'avoir une appréciation qui soit commune pratiquement sur tous les bancs de cette Assemblée. Lorsque nous avions le débat hier, on ne remettait pas en cause le fait que les régions puissent avoir un rôle majeur en matière d'économie. Ce que l'on remettait en cause, c'est le fait que la compétence soit à un moment donné exclusive et donc prive de la capacité d'action un certain nombre d'autres territoires. Je dirais même que, quelquefois, pour les régions sur le plan économique, nous ne trouvons pas qu'elles en font trop, nous trouvons même qu'elles n'en font pas assez. Mais nous voulons justement, parce qu'il y a cette interrogation, avoir la capacité d'action. Pour ce qui concerne les grandes agglomérations, et ce n'est pas un hasard si hier beaucoup se sont exprimés qui étaient de ces grandes agglomérations. Le phénomène de métropolisation, puisqu'on parle de métropole, ce n'est pas la taille d'une agglomération, c'est le fait que tout d'un coup, sur un territoire, se cristallise un certain nombre de fonctions supérieures, d'universités, de recherche, de start-up, d'innovation. C'est cela qui fait la métropolisation. Alors évidemment, si ceux qui sont à la tête des métropoles se désintéressaient totalement de ce qui fait l'essence même du territoire où ils sont, alors franchement, il faudrait les supprimer parce que ça n'offrirait plus aucun intérêt. Donc je crois que nous sommes arrivés à un bon équilibre et j'espère que dans la suite du débat, cet équilibre sauvegardé. Moi, je ne suis pas pour qu'on se livre des batailles rangées entre les métropoles et les régions. Et qu'on peut mobiliser les uns l'association des régions, les autres la CUF, l'association des communautés urbaines de France, etc., même l'AMF, qui hier s'est inquiétée, après avoir regardé un peu la teneur de nos débats. Moi, je suis pour qu'on trouve des accords. Et je crois que, monsieur le rapporteur, monsieur le président, avec votre amendement, vous nous proposez un point d'équilibre. Moi, je retirerai donc mon amendement et je voterai le vôtre. Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Grémillet. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues,
Moi aussi, je voudrais rendre hommage à la proposition, et je me retrouve très bien dans cette proposition qui est faite par notre rapporteur, avec cette idée de chef de file. N'oublions pas, et elle est très équilibrée, effectivement, cette proposition. N'oublions pas que la région se retrouve aujourd'hui aussi chef de file des crédits européens. Donc cette dimension lui donne une autorité supplémentaire, sans pour autant enlever les réalités territoriales de proximité telles qu'elles sont proposées. Première remarque. Deuxième remarque. Dans notre proposition et les compétences de la région, il y a le domaine de la formation. On ne peut pas dissocier raisonnablement aujourd'hui, quand on voit les manquements, parfois le grand écart qui peut exister entre les formations qui sont proposées, ce qui est les femmes et les hommes qui sont sur le marché de l'emploi, et par rapport à la réalité des besoins de l'économie, il y a vraiment cette nécessité de chef de file et de cohérence entre le domaine économique et le domaine de la formation. Dernier point que je voudrais aussi évoquer, c'est quand même aussi l'aspect du fonctionnement. Cette décision, cette proposition dans laquelle je me retrouve très bien, va avoir d'autres conséquences, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, c'est la définition des ressources des régions. Parce qu'effectivement, devenir chef de file sans moyens, ça ne veut plus rien signifier. Donc effectivement, mais je ne veux pas le rentrer dans le débat à cet instant, mais ça montre bien la dimension et la portée de ce compromis qui est proposé, mais surtout de cette lisibilité qui nous est proposée. Donc je m'y retrouve très bien. À une petite remarque près, qui ne concerne pas non plus le débat d'aujourd'hui, il faudra aussi avoir le courage de donner aux régions des exécutifs qui ne sont pas otages. Donc effectivement, où aujourd'hui, quand on voit le laps de temps, parfois l'impossibilité pour des raisons où on coupe parfois trop souvent les cheveux en quatre, sur le développement économique par rapport à d'autres pays ou d'autres régions européennes, on peut s'interroger. Mais là aussi, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais nous devrons avoir le courage de le trancher. On ne pourra pas prendre en otage l'économie et le développement économique de nos régions, mais je voulais féliciter nos rapporteurs et je soutiendrai cet amendement. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Montaugé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je trouve personnellement qu'effectivement, cet amendement apporte des précisions, des éléments de clarification. Toutefois, j'essaie de me projeter dans la mise en œuvre de ce qui pourrait résulter de ces dispositions. Je ne trouve pas beaucoup de changements par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Cependant, la compétence renforcée de la région va se traduire par l'élaboration d'un schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. Il me semble, la question que je me pose, et je souhaiterais avoir, si c'est possible, une réponse, ce schéma va-t-il être opposable? Voilà. Et comment cette opposabilité éventuelle va se traduire dans les relations entre les différentes entités parties prenantes du développement économique d'un territoire. Voilà. Les décisions que prendra la région en matière d'implantation économique, d'orientation économique, vont-elles s'imposer aux territoires qui, par ailleurs, vont garder des responsabilités en matière de développement économique, le bloc communal, les départements, évidemment, en particulier. Voilà. J'essaie de me projeter dans la mise en œuvre. Personnellement, je trouve que cet amendement apporte des éléments de clarification et je le voterai, mais je crois qu'il y a, voilà, cette question de l'opposabilité se pose et la manière dont on pourra la faire vivre. Et la question se pose aussi de manière encore plus accrue, me semble-t-il, de la façon dont le schéma régional va être élaboré dans la concertation avec l'ensemble des parties prenantes territoriales. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Bouvard. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je ne vais pas retarder nos travaux, mais
donner acte à la Commission et la remercier de cet amendement, parce que c'est vrai que ce que l'on peut attendre d'une loi telle que celle-ci, c'est qu'il y ait plus d'efficacité à l'arrivée, qu'il y ait des plus-values et qu'il n'y ait pas des moins-values par destruction de ce qui existe et ce qui fonctionne. Or, tout en souscrivant totalement au discours exprimé hier par le sénateur-maire de Lyon sur le fait que la richesse est concentrée aujourd'hui dans les métropoles qui sont les lieux de créativité, il y a sur le territoire national, dans la diversité des territoires qui sont avec des modèles économiques inversés en quelque sorte. Et pour être l'élu de l'un de ces territoires, lorsqu'on regarde le territoire savoyard regroupé dans les 2 départements, ce qui était quasiment équivalent à la population de l'Auvergne, la richesse, elle n'est pas créée dans la zone urbaine, elle est créée dans les vallées. C'est là qu'est concentrée l'énergie, c'est là qu'est concentrée encore la majeure partie de l'activité industrielle liée à la présence de l'énergie, et c'est là qu'est concentrée l'activité touristique avec la première destination mondiale pour les sports d'hiver. Et c'est les vallées qui irriguent la ville. Et dans ce contexte, c'est vrai que les départements ont un rôle historique parce qu'ils ont porté l'essentiel des parcs d'activités. Tous les grands parcs d'activités de Savoie et de Haute-Savoie, les technopoles, sont portés par des outils départementaux directement ou sous forme de syndicats mixtes. Et il est important, évidemment, qu'on puisse poursuivre cette action. Donc, le texte tel qu'il est rédigé réaffirme la primauté de la région, qui a la compétence, mais éclaircit le point de délégation possible de cette compétence aux structures départementales qui peuvent continuer à jouer leur rôle fédérateur et leur rôle d'interface entre l'économie des vallées et l'économie des zones urbaines. Il y aura un autre problème qu'on aura à traiter, mais j'aurai un amendement tout à l'heure pour cela. C'est le problème, évidemment, des zones frontalières, compte tenu du fait qu'il y a aussi un certain nombre de territoires dans notre pays où la majeure partie de la richesse et des emplois sont dépendants de métropoles qui sont en dehors du territoire national, que ce soit Bâle d'une part, s'agissant du nord, enfin du sud de l'Alsace, ou que ce soit Genève, s'agissant des départements savoyards et de l'Ain. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Dantec. Oui, le temps est au consensus dans l'hémicycle. Je ne partage pas du tout ce consensus. Dieu sait qu'avec le président Hayes, nous avons de forts désaccords, y compris sur les marges de manœuvre que nous donne la Constitution. Mais je trouve que la manière dont il a présenté hier la première proposition de la Commission, en insistant sur le fait de sortir de l'enchevêtrement et de donner de la lisibilité, que c'était le sens de cette loi, et le travail qui a été fait par la Commission sur la question du développement économique en maintenant le schéma, me semblait, moi, un travail assez courageux. Honnêtement, ce mot « sous réserve des interventions économiques », moi, me fait très très peur pour l'avenir. On avait un vrai problème, et Gérard Collomb l'a beaucoup exprimé hier, sur l'articulation métropole-région. De toute évidence, les choses n'étaient pas calées entre les 2 vrais lieux aujourd'hui du développement économique. Et donc là, il y avait un temps de travail. Mais en profiter pour remettre le département comme un acteur économique important, je pense, et je pèse mes mots, que c'est un leurre. Je pense même que le sous-réserve va revenir de la part d'un certain nombre de régions, à un « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et que ça, c'est extrêmement dangereux. L'idée du schéma régional, l'idée de la réforme de la taille des régions, c'était aussi de forcer les régions à faire de l'égalité territoriale, et c'est l'amendement de Pierre Jarlier qu'on a voté hier. Avec cette nouvelle rédaction, ça veut dire que nous pouvons être dans une situation où les régions diront à des départements qui sont plutôt des départements périphériques, plutôt des départements faibles et peu dotés, « Ah ben non, nous on n'y va pas, vous n'y allez pas vraiment. » Ben évidemment, ils n'en ont pas les moyens. Et que donc, je pense que cette lecture, évidemment, le président Mézard ne sera pas d'accord, mais on est profondément en désaccord sur la manière dont évolue ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, tel qu'est cet amendement, on perd
en capacité d'égalité territoriale et on réduit la responsabilité de la région de faire du développement territorial équilibré. Je pense qu'on avait d'autres possibilités pour rééquilibrer effectivement entre régions et métropoles, parce que là on avait un enjeu majeur, mais le compromis qui a été trouvé, il n'est pas étonnant dans cet hémicycle par rapport au parcours politique des uns et des autres, à mon avis, réduit la responsabilité de la région et va se retourner contre les territoires les plus faibles. Je pense que ma lecture n'est probablement pas celle qui est la plus partagée dans l'hémicycle, mais en tout cas, moi, je ne voterai pas cet amendement. Merci, mon cher collègue. Donc, à l'issue de cette mini-discussion générale, nous allons... monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, un certain nombre se sont inquiétés. Hier, il y en a certains s'inquiétaient, aujourd'hui d'autres. La compétence de la région, la commission des lois ne la remet pas en cause. Et je vous rappelle que, par contre, il est utile. Non, c'est pas nous qui avons décidé, de par la loi, que les métropoles auraient des compétences économiques. C'est la loi MAPTAP pour la métropole de Lyon. C'est tous les textes concernant les intercos, depuis toujours, puisque je vous le rappelle en permanence. Attendez, en permanence, monsieur Le Dantec. Et la métropole. Alors, pour les départements, et ça me permettra de répondre rapidement à monsieur le président Adnot, c'est que, bien entendu, quand il s'agit de solidarité territoriale, c'est ce qu'on vise. Il y a des solidarités territoriales, et ça veut dire que, normalement, les intercos devraient aussi s'en occuper, et il y a toujours la possibilité de délégation, de conventionnement, etc. Ça ne va pas disparaître. Est-ce que les départements vont continuer à être maîtres d'ouvrage de grandes zones logistiques? Normalement, c'est plutôt de la compétence des intercos. Ce qui ne veut pas dire que, par contrat, etc., d'une certaine manière, indirectement, le département puisse y contribuer par ses voiries, etc. Mais je pense que si on veut dire... Et puis, il y aura quand même la CTAP, il y aura un débat, il y aura les intercos qui seront dans la CTAP. Si on pense qu'il n'y a rien de changé, je pense qu'il faut quand même accepter, parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Il faut bien accepter des évolutions. Ceux qui ne veulent pas accepter des évolutions, de même que je ne veux pas de ville-État, enfin, je ne veux pas de ville-État. Il ne peut pas y avoir de villes-État qui sont complètement étrangères à leur environnement. Il ne peut pas y avoir d'autres collectivités qui sont de toutes les compétences et qui assument toutes les compétences que dans le passé, et sans doute parce que certaines collectivités n'ont pas joué leur rôle. Je le dis. Certaines, pas l'éminent... Pas bien sûr la région Bourgogne, qui est en pointe en matière de développement économique. Mais, hein? Pas seulement. Non mais. Puis oui, enfin, il y a des tas de choses qui font que la Bourgogne, dans sa diversité, n'est-ce pas, agricole, enfin, etc. Bon, hein, viticole, oui. Enfin, moi, je disais agricole pour ne pas trop préciser, mais c'est comme la Champagne, ça. Bon. Et dont l'Aube fait partie, d'ailleurs, je le rappelle, avec d'excellents vignobles. Bon, donc, non, à terme, Monsieur le Président, vous ferez ça sera la responsabilité, en matière de zone d'activité, etc., c'est la responsabilité des intercos. Des intercos. Et si la région ne s'implique pas, eh bien, en fait, mais ça sera dans le cadre du schéma. Tout ça, il faut accepter qu'il y ait des évolutions, mais en même temps, et alors par contre, la solidarité territoriale, on va le préciser dans l'article lorsqu'on viendra au département, je pense que tout ce qui concerne justement les petites entreprises, le département
doit continuer à avoir son rôle, parce que c'est certainement pas de dimension de la région. L'aide au commerce rural, par exemple, parfois, c'est par des contrats, mais on sait très bien que ce sont des contrats passés, d'ailleurs, c'est pas directement, c'est pas le département qui aide directement, mais il va aider la commune à racheter le boulanger, le fonds du boulanger. Est-ce que la région, si elle veut le faire, tant mieux, chez vous, mais pas dans d'autres régions où ils ne savent même pas qu'il peut y avoir des boulangeries dans le monde rural. Hein, enfin, bon, donc voilà, voilà le terme du débat. En tous les cas, Monsieur le Président, le problème qui va se poser, c'est que l'amendement de la Commission est en concurrence avec tout un tas d'amendements. Suite de votre intervention, Monsieur le Président. Discussion commune. Ça Voilà, va être intéressant puisque la plupart des auteurs des amendements nous ont dit que le nôtre leur plaisait. Ceux qui étaient présents, ceux qui ne sont pas là, les amendements tombent. Donc on va procéder. Bon, je le disais à l'instant, nous avons fait une mini-discussion générale sur le sujet et ça me semblait intéressant. Donc on va quand même appeler les amendements. Parce qu'on pourrait passer contre, mais c'est une procédure un peu spéciale. Je préfère continuer dans la tradition du Sénat à nous inscrire là-dedans. Et je vais appeler la sagesse des sénatrices et des sénateurs pour que nous ayons assez vite. Alors, dans la discussion générale, nous avions donc 14 amendements. Le premier amendement, qui est maintenant un amendement de référence, a été présenté et longuement discuté. On le fera à la fin, si vous voulez, puisque nous allons... Ah, par rapport... Excusez-moi, c'est par rapport au président... Alors, je vous donne la parole, Madame la Ministre. Bon, donc vous avez la parole, Madame la Ministre, par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous sommes deux à avoir demandé, enfin le gouvernement, deux, ont demandé la parole, André Vallini également. Nous avons... découvert bien évidemment cet amendement ce matin, en début de séance. Je vous dis tout de suite que le gouvernement ne sera pas favorable à son écriture. Non pas parce que c'est une opposition systématique. Hein. Je souris à une réflexion qui a pu m'être faite hier soir. Lorsque nous avons proposé ce texte, c'est après la loi MAPTAN dont vous savez qu'elle a été votée et qu'elle est donc maintenant le droit. Dans cette loi, et M. Collomb le sait bien, les compétences des métropoles ont été décrites, elles sont précises et elles restent. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans une métropole, par exemple, au vu de la proposition que nous avions faite. Et je pense qu'on est peut-être en train d'oublier que ces textes sont en continuité l'un de l'autre. Notre position, la position du gouvernement, était simple. Et je redis hier qu'effectivement, nous avons actuellement 6 000 dispositifs d'aide aux entreprises sur l'ensemble du territoire français, que nous avons tous convenu ensemble que c'était énorme et que malheureusement, ça n'aboutissait pas à un redressement de notre pays. Nous voulons toujours continuer à affirmer le rôle de la région en qualité de collectivité territoriale responsable de la définition des orientations en matière de développement économique sur le territoire régional, la région disposant d'une compétence exclusive pour définir ces orientations au travers du schéma, là effectivement elle est la seule, du schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, d'aide aux entreprises, donc aide aux entreprises, donc soutien à l'internationalisation, donc aide à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises. Les autres collectivités territoriales, puisque c'est ça le sujet depuis hier, me semble-t-il, conserveront des possibilités d'intervention économique, à savoir des aides contribuant au développement économique, quelle que soit la forme de ces aides, dans le respect des orientations définies par la région. Et Madame Létard avait raison hier. Je parle de l'idéal avec son accord dans le cadre d'une convention.
Et nous avions pris soin, rappelez-vous, dans le débat, de prendre le cas des départements, qui, eux, n'ont plus la compétence de développement économique. Un sénateur posait la question. Non, le département n'a plus, soyons clairs, on ne se cache pas derrière son petit doigt dans cette histoire, n'a plus la compétence économique. En revanche, et on l'a dit depuis le début, et ça a été l'explication, une des explications les plus fortes que nous avons données sur la création de la CTAP. Est-ce que les régions, y compris avec leur taille actuelle pour certaines, vont intervenir sur le dernier commerce en milieu rural, sur l'intervention économique, c'est-à-dire l'agrandissement de tel immobilier d'entreprise qui en a besoin, la recherche d'un terrain, l'accompagnement en verdé, que sais-je encore? Non. Il est hautement probable, sinon certain, que les régions vont conventionner sur un certain nombre d'interventions économiques, y compris avec les départements, et peut-être en premier lieu avec des départements. Donc c'était bien ça notre état d'esprit, c'est ça que nous avons expliqué pendant la loi qui a été ici discutée, et j'avais l'impression, jamais la certitude, mais que nous étions assez en accord. L'idée étant pilotage, cohérence, coordination, clarification et efficacité. C'est pourquoi les métropoles avaient ce statut particulier. Sinon, à quoi servait-il de créer les métropoles? Donc nous avons été clairs dès le premier texte. Et je continue, puisque ce département, en matière d'immobilier d'entreprise, seuls les EPCI à fiscalité propre se voient réserver une possibilité d'intervention autonome, encadrée cependant par les orientations du schéma. Et c'est peut-être aussi là que ça pose question, parce qu'on est encadré par l'orientation d'un schéma. Le département se voit supprimer, je viens de le dire, la quasi-totalité de ses compétences en matière de développement économique. De plus, il ne dispose plus de la clause de compétence générale qui lui permettait d'intervenir jusqu'à ce qu'une loi soit votée en la matière. Concrètement, dans le texte de gouvernement, le département n'intervient qu'en complément de la région, comme je viens de l'illustrer par quelques exemples d'immobilier, mais aussi, on en avait parlé, souvenez-vous, d'un magasin amarré ici, d'une petite zone aéroportuaire là, etc. Donc, nous sommes dans le cadre de la délégation, nous discutons en conférence territoriale de l'action publique, parce que moi je fais confiance aux élus. On ne peut pas légiférer, même si on a des expériences difficiles, on ne peut pas légiférer parce qu'un tel et un tel n'ont jamais pu s'entendre. La loi ne peut pas prendre en compte ce type de situation. Les EPCI à fiscalité propre disposent de l'essentiel de la compétence. Vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, au titre de la Commission économique. En matière de développement économique du bloc communal, les communes peuvent intervenir dès lors qu'un intérêt local le justifie et que la loi n'attribue pas la compétence au profit d'une autre collectivité ou d'un EPCI. Ainsi, en matière d'aide aux entreprises, le bloc communal doit respecter les orientations du SRDEI, tout comme les départements, il ne peut intervenir en matière d'aide principalement qu'en complément de la région, et il dispose néanmoins d'une compétence de plein droit, c'est-à-dire d'une possibilité d'initiative en matière, par exemple, d'immobilier d'entreprise. Nous pensions avoir apporté tous les éléments de clarté, parce que c'était cela dont nous voulions discuter les uns avec les autres. Dans la rédaction, je défends donc la rédaction telle qu'elle avait été déposée par le gouvernement après avoir essayé de bien démonter, remonter tous les articles pour être précis. Parce que la précision s'impose. Notre texte, je viens de le résumer. Dans le texte de la Commission, il y a une phrase qui a été interprétée qui est « intervient seul ». Et donc le corollaire de la phrase, c'était « interventions économiques ». Or, c'est vrai que le dernier commerce, que la station de distribution de carburant en milieu rural, que tel ou tel équipement relève d'intervention économique. C'était très large. Et sûrement qu'il y a eu une inquiétude à cause de cette phrase. Donc, moi, je redis ce que j'ai ressenti et vérifié ensuite. Quand on reprend le texte nouveau présenté par la Commission, enfin cet amendement,
Ce qui pose problème, c'est que l'amendement écrit « La région décide des interventions économiques sous réserve des interventions économiques au titre de la clause de compétence générale ». C'est donc l'ordre, c'est la lecture. C'est la lecture. Je peux comprendre que ce ne soit pas l'esprit de la rédaction de l'amendement, mais c'est la lecture et le résultat. C'est bien sous réserve. Un président de région demain devra attendre que tout le monde aura émis ses orientations politiques, ses décisions de ses interventions, etc., avant de pouvoir définir ses propres orientations. C'est difficile. Je ne vois très honnêtement pas comment tout cela va fonctionner. Donc, on a un amendement qui, je pense, et je le dis, pardonnez-moi, d'une forme d'improvisation, parce que nous ne l'avions pas eu avant d'entrer en séance, donc nous-mêmes avons, André et moi, eu à découvrir un texte et le faire analyser très rapidement. On a quand même un amendement qui, pour les communes, non, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le dire deux fois. Donc c'est bien dans ce sous-réserve 2 que les régions ne pourront plus faire que ce que les autres n'ont pas fait. Donc on a un vrai... Non, mais j'ai le droit aussi, Monsieur le Président, à un sourire d'interprétation. C'est l'ordre de l'écriture qui pose problème. Je le dis parce que c'est non seulement un ressenti de la première minute de la lecture, mais c'est une confirmation après. Donc, vous comprendrez que, compte tenu du texte que nous avions déposé, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le rapporteur, le gouvernement ne puisse pas soutenir cet amendement, et je pense que vous l'avez parfaitement compris. Et je vous en remercie. Donc, le gouvernement sera défavorable à cet amendement. Je ne sais pas si André... Non. La parole est au président Bas. Madame la ministre, excusez-moi, mais j'ai peur que nous n'ayons pas de désaccord, mais simplement un malentendu. Entre nous, un texte qui commence par l'expression « sous réserve » ou un texte qui finit par l'expression « sous réserve », c'est comme « belle marquise, vos beaux yeux » ou « vos beaux yeux, belle marquise ». Il ne s'attache aucune conséquence dans l'interprétation juridique de l'ordre dans lequel on écrit le sous réserve. Ça n'a pas de sens, tout simplement. Je ne comprends pas, et je ne peux que l'attribuer au fait que vous avez rappelé tout à l'heure que cet amendement, vous l'avez découvert évidemment au début de la séance et vous n'avez pas eu le temps de l'examiner de manière juridiquement objective. Cet amendement, Madame la Ministre, il explicite les compétences de chacun, mais il ne crée aucune compétence. Ces compétences sont définies dans des articles du Code général des collectivités territoriales que l'on se bornait à énumérer sans en dévoiler le contenu, si bien que la lecture donnait une impression désagréable d'être incapable de comprendre la signification du texte sans aller se plonger dans le code et aller rechercher chacun des articles qui étaient énumérés. Ce qu'a voulu faire la Commission, dans le souci de répondre à un besoin de clarification qui s'est manifesté à tous égards et sur tous les bancs, a voulu expliciter les choses pour apporter une sécurité aux différentes collectivités territoriales. Elle n'a pas voulu transformer en profondeur ce qui était l'objet même de cet alinéa 7 de l'article 2. Elle a voulu que cet alinéa 7 de l'article 2 soit tout simplement compréhensible dès sa première lecture sans avoir à manipuler le Code général des collectivités territoriales. Et ce faisant, elle a voulu apporter aux différents échelons de collectivités la garantie limpide qui leur manquait. Un point, c'est tout. Et en tous les cas, si on est en désaccord sur la distribution des compétences en matière économique, avec cette prééminence reconnue désormais à la région, eh bien ce désaccord ne se déduit pas
de l'emplacement du sous-réserve dans une phrase d'une disposition juridique. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour la clarification des débats, je vous rappelle que nous avions 14 amendements en discussion commune. Nous avons commencé par un amendement qui est l'amendement essentiel qui a été présenté par la Commission des lois. J'ai souhaité ou j'ai accepté qu'à l'issue de cette présentation, il y ait une mini-discussion générale où ceux qui voulaient s'exprimer ont pu s'exprimer pour donner leur point de vue par rapport à cet amendement et également par rapport à ceux qu'ils avaient proposés, dont je suis obligé d'aller jusqu'au bout du règlement en matière de discussion générale. Je voudrais demander aux auteurs des amendements qui vont suivre, qui se sont pour la plupart, pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, les amendements tombent, pour la plupart qui se sont largement exprimés, de bien vouloir retirer leur amendement ou simplement de dire je le maintiens, mais en quelques mots, parce que on a passé beaucoup de temps, enfin c'est très 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 bien, je crois que le débat a permis de clarifier à la fois les positions du gouvernement, etc. Et je serai, à l'issue, bien entendu, de la présentation des amendements, amené, mais ça on le fait habituellement, à Madame la Ministre de donner l'avis du gouvernement, enfin à la Commission et à Madame la Ministre de donner l'avis sur ces amendements. J'essaie de clarifier l'organisation du débat en me référant tout simplement au règlement du Sénat. Alors, nous allons commencer par l'amendement proposé par Madame Létard au nom de la Commission des affaires économiques. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues, je ne me suis pas exprimée parce que je ne voulais pas rallonger la DG comme j'intervenais sur un amendement. Je ne vais pas faire très long, mais simplement l'amendement que je présente, il vient en fait compléter la première phrase de l'amendement de notre rapporteur de la Commission des lois sur la région qui définit les orientations en matière de développement économique sur son territoire. Et l'amendement que je propose au nom de la Commission des affaires économiques visait à préciser, après concertation pour son élaboration avec les collectivités territoriales qui ont été nommées, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'État. Tout simplement parce que lorsque l'on regarde effectivement, on y revient sur cette concertation dans le déroulé de la façon dont elle va s'élaborer, nous voyons bien qu'à l'alinéa 13 et 14, on voit que le schéma fait l'objet d'une CTAP qui sert effectivement justement à la concertation avec les EPCI et les organismes consulaires. Et à l'alinéa 14, on dit que par contre, on élabore conjointement. On ne fait pas que concerter, on élabore conjointement, l'idée étant de dire, au travers de cette phrase chapeau, qu'il n'y a pas qu'avec les métropoles que nous élaborerons conjointement, mais avec l'ensemble des EPCI. Merci. Madame la pour avis. L'amendement de M. Favier, je crois que vous avez dit que vous le retiriez. Oui, il peut être retiré dans la mesure où l'amendement de nos trois rapporteurs serait évidemment adopté. L'amendement de M. Adno, 585. Merci. Il est retiré, Monsieur le Président, même si les réponses que j'ai obtenues ne sont pas exactement celles que j'attendais, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les collectivités de base, quand elles n'ont pas la taille, il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'une plus grande taille qui puisse le faire. Et donc voilà. Mais moi, je suis absolument d'accord pour travailler avec les régions sous forme de convention. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions le faire. L'amendement 828, M. Favier. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement qui précisait effectivement, qui rappelait aussi le rôle de l'État en matière d'action économique, mais ça a été rappelé donc par Madame Létard à l'instant dans son amendement. Donc, si l'amendement de Madame Létard est retenu, celui-là évidemment tombe. L'amendement 168 rectifié et l'amendement 226 tombent, ils ne sont pas là. L'amendement n'est pas défendu, pardon, ne sont pas défendus. L'amendement 654, M. Collomb, il est retiré. Merci. L'amendement 683, présenté par Mme Nicoulot, il est retiré. L'amendement 758, rectifié, présenté par le gouvernement, il est maintenu. L'amendement 169, présenté par M. Grand, il n'est pas défendu. Celui 227 non plus. Le 655 par M. Collomb, il est retiré.
Le 684, Madame Nicoulot, retiré. Donc nous nous retrouvons avec 3 amendements et il faudrait que nous ayons l'avis de la Commission pour l'amendement de Madame Létard, l'amendement 405. Monsieur le rapporteur. Je suis assez ennuyé par cet amendement parce que il faut parce qu'il faut lire tout l'article. Quand on commence à dire dans la concertation, la concertation prévoit le schéma, etc. C'est tout l'article qui est. Alors ça, le principe, c'est que c'est la région qui est compétente et non pas. Et qu'on rappelle quand même ce qu'il y a dans les textes sur les métropoles, sur les intercommunalités, ce qui a été souhaité par nos collègues. Mais c'est la région qui est compétente. Et on verra même qu'elle est compétente exclusivement en matière d'aide aux entreprises. Et je vous assure que c'est faire un petit peu un procès à la Commission, je le dis. Nous avons bien affirmé, mieux affirmé le rôle des régions que n'était le projet de loi initial. Ah si, c'était flou. On a précisé les choses pour que tout le monde soit bien. Bon, enfin, on pourra toujours en discuter, mais surtout, moi, je ne voudrais pas qu'on dise là, le Sénat n'a pas valorisé le rôle des régions dans le domaine économique, pour ensuite dire, eh ben, on va repartir sur le projet initial. Ça, oui, ça serait, parce que, vous savez, moi je connais les ruses, le Sénat fait n'importe quoi, comme d'habitude, et puis ensuite, ça va être tellement mieux, notre schéma initial qui... Voilà, non mais, je le dis quand même, je le dis, et je le dis maintenant, parce qu'il ne faut pas nous... Il peut y avoir peut-être, à ce moment-là, proposer, s'il y a des clarifications, proposer des modifications de texte, mais remettre en cause le fait de dire, numéro 1, c'est les orientations de la région. La région a compétence en matière d'orientation, alors bien sûr concertation, etc., tout ce que vous dites, ma chère collègue. Comme on le dit sur tout l'article, ça m'ennuie de le mettre dans le chapeau, parce que ça... Eh oui, il définit les orientations, bon ben voilà, mais on ne peut pas dire que l'amendement, ça ne colle pas. Je vous le dis franchement, sur le plan même grammatical, ça ne colle pas. Alors, je ne peux pas l'accepter. Voilà, enfin, la Commission n'a pas pu l'accepter. Bon, c'est comme ça. C'est dommage, parce que quand même, on a travaillé beaucoup en accord sur beaucoup de choses. On a adopté beaucoup d'amendements de la Commission, mais pas celui-là. Voilà. Ensuite, Monsieur le Président, il y a l'amendement... 828 du gouvernement. Non, de M. Favier, pardon, excusez-moi. Le 828 de M. Favier. On était favorable. Favorable à l'amendement de M. Favier, c'était sous réserve des missions à combat à l'État, qui existent encore. Et il y a un amendement 758 rectifié, présenté par le gouvernement. J'ai bien peur que je sois défavorable, mais c'est pas sûr. Ah oui, il est identique à l'amendement 168. Oui, de toute façon, c'est un avis défavorable, forcément, puisqu'il ne correspond pas à la... Si, monsieur le rapporteur. Vous voulez supprimer la phrase, Madame la ministre, l'alinéa 7, deuxième phrase, vous voulez supprimer la phrase. Donc, on n'est pas d'accord. Donc, quel est l'avis du gouvernement sur l'amendement 405? Très honnêtement, Monsieur le Président, l'avis du gouvernement est difficile à donner, parce que si l'amendement présenté ce matin est voté, je ne vois pas comment je continue à m'exprimer sur les autres. Donc on peut s'exprimer sur les amendements qui étaient des amendements à l'ancien texte de la Commission qu'après le vote de... Non. Il faut que vous donniez l'avis du gouvernement, puisque c'est le mode de fonctionnement de notre institution. Donc du coup, je vais donner des avis défavorables, parce que c'est impossible
d'amender un texte qui n'existe pas, et puisqu'on nous a annoncé qu'il allait changer, je ne vois pas comment je donnerais un avis favorable à un amendement qui change un texte qui ne va plus être peut-être, donc c'est compliqué. Sur l'amendement présenté par la Commission économique par Madame Létard, je pense que compte tenu de ce qui a été dit par le président, par le rapporteur, et compte tenu de ce qui a été dit ce matin, il n'a plus lieu d'être, donc là, je serai défavorable. Il me reste... Le 828, Madame la Ministre. 828, présenté par Monsieur Favier. Monsieur Favier, pardon, excusez-moi, parce que l'ordre des choses change beaucoup. Oui, cet amendement rappelle effectivement que l'État conserve un rôle dans le développement économique. Oui, Monsieur Favier, je veux dire ça va de soi, c'est évident. Donc on peut réécrire dans la loi ce qui est évident, mais c'est évident. Donc voilà. Donc, on ne peut être que favorable, puisque j'ai défendu depuis longtemps la politique industrielle de l'État, du gouvernement, pardon, et le rôle dans la politique industrielle de l'État généré par un certain nombre d'actions du gouvernement. Donc je ne peux être que favorable à ce qu'on le rappelle. Merci Madame la Ministre. Donc nous allons passer... Oui. Madame Létard. Très rapidement, Monsieur le Président, après avoir échangé avec mon collègue rapporteur de la Commission des lois, j'ai regardé l'amendement 1023 qui va arriver après dans l'ordre d'examen du texte et qui satisfait l'amendement que la Commission des affaires économiques avait adopté. Donc je retire mon amendement. Merci Madame Létard. Rectifier son amendement 1021 pour compléter la première phrase. Alors je lui laisse la parole là. Monsieur le rapporteur, vous voulez faire une proposition concernant l'amendement 828 de Monsieur Favier? Non, moi, la Commission avait donné un avis favorable, bien sûr, à l'amendement, mais il pourrait se transformer en sous-amendement, puisque, en fait, il s'intègre. Et Madame la Ministre, ça permet de dire qu'il y a des compétences, pas seulement de la région, il y a celle de l'État, il y a celle des intercos, et des métropoles, etc. Donc je me réjouis qu'il y ait sous-amendement une partie de l'interprétation donnée à la position de la Commission des lois tombe de ce fait, et donc il faut absolument que ce sous-amendement soit adopté. Merci Monsieur le rapporteur. Donc Monsieur Favier, vous aviez deux avis favorables pour l'amendement 828. On vous propose de le sous-amender pour l'intégrer dans l'amendement proposé par la Commission. Je suis tout à fait favorable à ce que notre amendement, effectivement, soit raccroché à l'amendement de la Commission, donc sous forme de sous-amendement. Donc, je vais proposer de mettre aux voix cet sous-amendement qui est favorable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, dont l'amendement est adopté. Le sous-amendement est ainsi adopté. Et le 1021 ainsi sous-amendé est mis aux voix. Monsieur Sueur pour explication de vote. Et ensuite Monsieur Retailleau. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaitais intervenir pour dire que si cet amendement 1021 devait être compris selon les termes qu'a employés Madame la Ministre, je ne le voterai pas. Je suis très clair. Si le sous-réserve 2 devait être interprété comme signifiant que la région ne pourrait intervenir que dès lors que l'ensemble des autres instances se seraient déterminées préalablement, je ne le voterai pas et je considérerais que ce serait un non-sens. Je veux dire que le sous-réserve est une clause qui existe dans de très nombreux textes qui dit qu'on instaure un droit, une capacité, une compétence dans le cadre
de ce qui existe par ailleurs dans le droit. C'est exactement similaire à ce qui existe dans l'article 2 du projet initial du gouvernement, qui, s'agissant du schéma économique, écrit, je vous cite, Madame la Ministre, « Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'intervention économique sont compatibles avec ce schéma ». C'est-à-dire que l'on dit qu'il y a des actes qui peuvent exister en vertu du droit existant, qu'il doit y avoir une compatibilité, mais ça n'enlève rien au pouvoir d'initiative, aux prérogatives, aux compétences instaurées pour les régions. Donc, il faut être très clair. Ce sous-réserve n'implique absolument pas une sorte de subordination des régions aux autres instances. Voilà. En tout cas, moi, je tiens à dire que je l'interprète comme cela. Et de même que tout à l'heure, il était important de bien dire que si on supprimait le seul, l'adjectif seul, c'était parce que ce texte voulait marquer la vocation éminente des régions en matière économique, mais qu'il est évident que pour des raisons concrètes, pratiques, les métropoles, l'armature urbaine, d'autres collectivités seront en lien, travailleront en lien avec la région, ce qui n'enlèvera rien au fait que les régions, et le rapporteur l'a dit et redit, seront les seuls à pouvoir distribuer des aides économiques. Donc, il fallait clarifier le sens de l'amendement par rapport à la suppression de l'adjectif seul. Il faut clarifier le sens que nous donnons à sous réserve, qui n'est en rien une limitation, une amputation, qui est une clause juridique qui est fréquente dans notre droit. Et c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens de l'affirmation d'un rôle éminent dans le domaine économique pour les régions, que pour notre part, nous voterons cet amendement. Merci, mon cher collègue. La parole est au président Retailleau. Très vite, pour indiquer à la suite du rapporteur que personne ne peut faire le mauvais procès au Sénat de ne pas vouloir confier aux régions plus de responsabilités économiques. D'ici deux articles, nous allons demander un transfert du pouvoir sur l'emploi de l'État pour les régions, en faveur des régions. Ce sera le seul élément de vraie décentralisation. Donc je pense que cela répond, je crois, aux interrogations des uns et des autres. Moi, je félicite le rapporteur et je félicite le président qui ont élaboré nuitamment cet amendement rectifié. Et pour répondre à l'obscure clarté du Cid de Cervantes de Pierre-Yves Colomba, je lui répondrai par une autre citation de Victor Hugo pour répondre à certains qui s'opposent et qui veulent s'opposer à cet amendement rectifié. Victor Hugo qui écrit si bien « Dans les plis de leur dogme, ils ont la sombre nuit ». Je félicite la commission des lois d'avoir une nuit claire pour nous éclairer ce matin. Merci. La parole est à monsieur Dantec. Oui, je pense que Victor Hugo était pour la clarté, c'est un peu le sens de sa vie. Je ne suis pas certain que ce matin, vu les dernières interventions, on a beaucoup avancé dans la clarté. Et notamment, alors je ne suis pas un grand spécialiste du droit, le président Hyest adore le rappeler, même si je pense que absolument, en jouant avec les marges de manœuvre de la Constitution, nous en reparlerons. Mais là, vraiment, honnêtement, moi je suis quand même tout à fait impressionné par le débat. C'est-à-dire que nous avons un débat pour donner un sens aux mots. C'est l'intervention du président Sueur en disant « oui, mais alors le sous-réserve, il faut l'entendre comme cela ». Donc si nous faisons des articles de loi qui nécessitent qu'on ait des débats pour expliquer dans quel sens on entend les mots, moi je vous propose qu'on change les mots. Ça sera plus simple et trouver un mot. Et moi je pense que le sous-réserve, effectivement, peut difficilement survivre à la navette, ou alors j'ai pas bien compris comment on travaillait, c'est en tenant compte, et ça va plutôt dans le sens de l'amendement de Madame Létard qu'elle a retiré. Pourquoi vous ne mettez pas en tenant compte à la place de sous-réserve? Ça serait beaucoup plus simple, beaucoup plus clair.
parce que là, très honnêtement, personne ne va comprendre cet amendement. J'essaye moi aussi d'aller dans le sens d'une recherche de quelque chose de lisible en étant tout à fait dans la ligne de Victor Hugo. Merci, mon cher collègue. La parole est à François Patria. Une minute seulement. En fin de compte, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, tout ça est né d'un malentendu. Parce que si on regarde les textes et la réalité, la loi sur les compétences des métropoles, elle a été votée, elle existe, elle est inchangée. La seule chose que l'on demande aujourd'hui dans la loi, c'est que les métropoles se mettent en accord avec la région pour mettre leur action. C'est la seule chose. La seule chose qui est demandée. Et pour ce faire, c'est la seule chose, on demande de le faire. Alors on veut maintenant, dans le texte, affirmer la prééminence du rôle économique de la région, on l'affirme, mais on l'infirme totalement à travers son écrit en mettant le sous réserve, parce qu'en droit, sous réserve, ça veut dire sous réserve. S'il y a une action économique qui est menée et qu'elle n'a pas l'accord des collectivités infraterritoriales pour le faire, elle ne pourra pas le faire. Donc elle n'aura plus le pouvoir économique. Alors au lieu de clarté, mes chers collègues, que vous préconisez ou que vous prêchez avec beaucoup de véhémence, on est totalement dans l'obscurantisme le plus parfait. Donc c'est la raison pour laquelle je soutiens le gouvernement qui est contre cet amendement. Je ne voterai pas un amendement dans lequel il y aura sous réserve, qui infirme totalement le fait que dans ce texte, on a voulu affirmer la prééminence des régions en matière économique. J'appelle mes collègues et amis aujourd'hui des métropoles à un peu de sagesse en disant il suffit, vous savez, les régions, quelles seront-elles dans un an? Qui sera dans les régions dans un an, hein? Est-ce qu'à ce moment-là, vous aurez le même langage qu'aujourd'hui? Sans doute pas. Alors, je pense que si on repose sur le fait que les métropoles gardent une compétence économique, simplement on leur demande de se mettre en accord avec la région pour le faire, c'était pas trop demandé, même ça vous ne le voulez pas, alors moi je ne voterai pas l'amendement. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Détraigne. Merci, Monsieur le Président. La sagesse populaire dit souvent « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément ». On est en train de faire la démonstration du contraire, là. Ce qu'on est en train d'écrire, d'ailleurs on ne sait pas trop ce qu'on est en train d'écrire, on n'y comprend plus rien. Il me semble qu'il serait sage peut-être de réserver cet article. Non, attendez. Ou de suspendre la séance 2 ou 3 minutes pour l'écrire clairement. Il me semble que ce serait sage, parce que là, on ne sait pas trop ce que veut dire ce que l'on va voter. On a compris, en écoutant les uns et les autres, ce qu'ils voulaient, mais on n'a pas le sentiment que ce qu'on nous propose de voter signifie la même chose. Il y a un vrai problème, franchement. Ce n'est pas une bonne manière de légiférer. La durée de ce débat est l'exemple même de l'incompréhension qu'il y a entre ce qu'on lit et ce que l'on entend. Donc moi, je laisse la commission, le rapporteur en décider avec le président, mais franchement, c'est pas clair du tout. Alors que la plupart des gens sont, me semble-t-il, sur la même longueur d'onde sur ce qu'il faudrait faire. Merci, mon cher collègue. La parole est à la présidente Jacqueline Gouraud. Bon, je ne vais pas faire de citation, je vais essayer d'être claire. La commission des lois a vraiment été toujours sur la ligne de la compétence économique aux régions. Bon, première chose. Deuxièmement, il y a les intercommunalités et métropoles. On sait que la loi donne des compétences économiques aux intercommunalités et aux métropoles. Bon, très bien. Alors ensuite, moi je ne comprends pas bien le truc département là-dedans. Je ne vois pas comment ça revient à l'intérieur. Donc, je crois qu'il serait quand même raisonnable, Jean-Jacques, si on prenait 10 minutes pour écrire le truc. Jean-Jacques, je suis désolée. Je pense qu'il faut le faire parce que là, il y a trop de réserves. Voilà.
Monsieur Jarrier. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, moi je partage l'avis de Jacqueline Gourault. J'ai l'impression que dans la discussion d'hier soir, les explications qui avaient été données assez clairement par Jean-Jacques Hyest avaient permis de clarifier les choses. Et on était bien dans une logique, il y avait les compétences générales, donc les interventions économiques du bloc local, et il y avait des possibilités d'intervention par délégation des départements en matière économique. Et ce matin, alors évidemment, il y avait le problème de la formule « elle est seule compétente ». Bon. Et ce matin, en fait, eh bien, j'ai l'impression qu'au lieu d'aller vers la clarté, eh bien, plus personne ne comprend rien, c'est ce que vient de dire Yves Détraigne. Donc il faudrait peut-être revenir à un texte qui nous permettrait de mieux nous comprendre les uns et les autres, parce que je crois que cette fois-ci, on n'y est pas du tout. Donc peut-être qu'effectivement, une réécriture pourrait s'imposer, parce que là, moi j'ai l'impression qu'on inverse les rôles, puisqu'on considère que la région intervient sous réserve de ce que font les autres. Et ça, pour le coup, je pense que ça peut poser problème. Donc revenons à des choses claires, compétences économiques aux régions, le bloc local continue à faire ce qu'il a à faire, le département peut intervenir par délégation, et les choses seront claires. Il m'a semblé que c'est ce que disait Jean-Jacques Hyest hier soir. La parole est à Monsieur Kaltenbach. Oui, je crois que tout le monde est d'accord sur le fond, c'est-à-dire que la région définit les orientations, intervient avec des actions qu'elle décide, mais que cela n'empêche pas en parallèle des collectivités qui ont la compétence économique de continuer à intervenir, les métropoles, les agglomérations, les communautés de communes, les communes, et dans le cadre de délégation, les départements. Alors c'est vrai que si on le disait clairement avec deux phrases séparées, ça serait peut-être plus simple à comprendre. Mais on voit bien que le sous-réserve pose des problèmes d'interprétation. Certains le comprennent d'une manière, d'autres d'une autre manière, et que ça ne peut que créer de la confusion. Donc je propose, si on peut sous-amender avec un sous-amendement oral, de remplacer sous-réserve par sans préjudice. Comme ça permet peut-être, je m'adresse au rapporteur, de régler le problème et de bien clarifier les choses en disant que la région définit, la région mène les actions qu'elle entend mener, mais en parallèle, ça n'empêche pas les agglomérations, les communes, les métropoles de mener elles aussi des interventions économiques. Voilà, je crois que le terme sans préjudice sera plus clair et permettra de lever toute ambiguïté et, de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, permettrait de rassembler l'ensemble de l'hémicycle. Monsieur Colomba voulait intervenir, Monsieur Hyest, je lui donne la parole et puis ensuite vous intervenez. Voilà. Je crois qu'il y a deux problèmes. Deux problèmes se posent à nous. Du fait, le premier, le plus simple, c'est que du fait du manque de moyens, nous craignons que si la région est la seule à pouvoir intervenir, il n'y a plus personne qui intervienne. Et puis, il y a un problème beaucoup plus redoutable, et c'est de là que c'est parti, puisque c'est des interventions de notre collègue Collomb, les métropoles. Les métropoles, vous semblez découvrir que les métropoles ont des compétences en matière économique et qu'elles captent tout ou partie des compétences économiques de la région. Des départements aussi d'ailleurs pour d'autres aspects. Vous le découvrez aujourd'hui. Vous découvrez aujourd'hui que cet objet bizarre, les métropoles, ne colle absolument pas avec notre système, avec l'organisation de notre système. Et évidemment, on se débat pour essayer de concilier tout ça. Ce n'est pas un problème de rédaction. Il y a vraiment... Est-ce que vous voulez ces fameuses locomotives qui vont nous tirer et amener le développement que sont les métropoles, en laissant le reste du territoire, ou pas? C'est ça le fond du débat. Alors on ne réglera pas ce matin par une question par un problème de rédaction. On peut tout simplement masquer la difficulté et laisser autant le temps de le résoudre. C'est tout ce qu'on peut faire. Il y a une contradiction fondamentale. Acceptez-le. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le rapporteur. Je vous rappelle quand même que dans l'état des choses, nous sommes en train de passer au vote. Vous avez demandé la parole pour exprimer votre avis sur le vote d'un amendement qui a été rectifié. Voilà, nous sommes à ce stade de la discussion. Donc, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui,
Monsieur le Président, pour la clarté, effectivement, le terme « sans préjudice » est bien meilleur à sous réserve. Et d'ailleurs, dans notre amendement d'hier soir, c'était sans préjudice. Je pense que ça suffit peut-être même à Yves de Treigne, ça suffit peut-être à Yves de Treigne pour bien expliquer, et à Jean-Pierre Sueur, en tous les cas, aux préoccupations de Jacqueline Gouraud, de Jean-Pierre Sueur, d'un certain nombre, il y a des compétences qui existent à d'autres niveaux. Quant à la compétence des départements, on le sait, peut s'exercer dans le cadre des conventions, etc. Et donc, c'est tout à fait clair. Mais la compétence des régions, je le rappelle, elle a été affirmée, et plus même par la commission des lois qu'initialement. Nous avons précisé après les conditions dans lesquelles il y a la coopération entre les intercos, les métropoles, etc., pour l'élaboration du schéma. Et vous verrez aussi que c'est l'exclusivité pour la région des aides aux entreprises. Tout ça, c'est clair. Alors, je pense que à partir du moment où on dit bien sans préjudice, ce qui veut dire simplement qu'il y a des compétences d'autres collectivités, je crois que tout est clair. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, pour avancer, je vous propose donc un sous-amendement que nous allons appeler 1108, proposé par M. Kaltenbach, puisque c'est lui, ou par qui que vous voulez, hein, voilà, qui propose donc de remplacer le mot sous réserve par sous préjudice, sans préjudice. Voilà. Je mets ce sous-amendement aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'amendement est adopté. Je mets maintenant aux voix l'amendement 1021 ainsi sous-amendé, et je le rappelle pour la clarté des débats, par deux fois, un amendement de M. Favier et un amendement de M. Kaltenbach. Je mets donc aux voix cet amendement 1021. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Donc, l'amendement 758 tombe. Nous passons, dans la suite des débats, à l'examen de 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune sur l'article 2, l'amendement 409 présenté par M. Montaugé. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, dans la perspective d'un aménagement équilibré de l'espace régional, les orientations retenues par les régions en matière de développement économique doivent prendre en compte la nécessaire contribution des territoires ruraux. La notion de ruralité n'apparaît pas en tant que telle explicitement en début de texte de loi. Donc cet amendement affirme la place que doivent avoir les territoires ruraux dans le domaine de l'économie, ruraux ou hyper-ruraux d'ailleurs, en complément, j'y tiens beaucoup, et en lien avec les grands systèmes métropolitains qui constitueront de plus en plus, on le sait, l'armature de notre économie nationale. Voilà, donc pouvoir introduire à la faveur de cet amendement la notion de ruralité aussitôt dans le texte de loi me paraît avoir du sens. Et c'est en soi la raison de la proposition de cet amendement. Merci. Merci, mon cher collègue. L'amendement 829, présenté par... Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame... Non, monsieur, je ne vois pas. Monsieur le ministre, mes chers collègues, à travers cet amendement et donc ce complément à l'alinéa, il nous semble qu'au-delà des attendus de l'article 2, il soit nécessaire de prévoir, pour ce qui concerne les politiques locales de développement économique, des objectifs autrement plus ambitieux que ceux qui semblent assignés ici. Ne serait-ce à nos yeux parce qu'il ne faut
voudrais pas réitérer la production des mêmes errements en cette matière que par le passé, à savoir que les interventions publiques locales dans le champ économique consistent bien souvent à se contenter de socialiser des coûts que les entreprises se refusent à prendre en charge. C'est en ce sens qu'il nous semble nécessaire d'inscrire dans la loi ici la conditionnalité des aides publiques régionales à raison de l'atteinte ou de la réalisation de certaines finalités précises. Les aides publiques ne peuvent en effet pas être instrumentalisées pour remettre en question, par exemple, l'un des principes essentiels du Code du travail, à savoir l'égalité de rémunération à compétences égales des hommes et des femmes. Cette égalité doit conditionner l'intervention économique territoriale. C'est le sens de l'ensemble des critères que nous souhaitons voir rajoutés pour rendre l'intervention économique et la dépense publique plus efficaces et répondre aux besoins des territoires, des femmes et des hommes qui y vivent et y travaillent. Merci, ma chère collègue. Amendement 1022, présenté par Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. L'amendement vise à préciser que les spécificités des différents territoires de la région doivent être prises en compte par le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Par exemple, les territoires périurbains, ruraux ou hyper-ruraux, les territoires de montagne ou encore les territoires frontaliers. Le projet de loi prévoit déjà que les actions prévues par le schéma régional ne doivent pas contribuer aux délocalisations d'activités économiques au sein de la région ou d'une région limitrophe. Donc voilà le sens de l'amendement. Monsieur le rapporteur, votre avis sur les deux amendements? Voilà. Alors l'avis, je vous le dis, il nous semble que notre amendement 1022 répond aux préoccupations des deux autres amendements, est plus synthétique, et donc soit nos collègues retirent leurs amendements, soit je demanderai la priorité sur le vote de notre amendement. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Sur l'amendement de monsieur Montaugé, le 409 et le 409 rectifié, en discussion commune avec celui de monsieur Hyest, le 1022. Bon, ces amendements sont utiles, et pas seulement au débat. Moi, je pense que même si leur portée normative, notamment pour le 409, n'est pas d'une évidence absolue, je pense qu'ils peuvent être utiles, notamment dans le fonctionnement des futurs conseils régionaux, pour que les élus régionaux, le moment venu, puissent bien avoir à l'esprit qu'ils doivent s'occuper du développement économique, au sens global du terme, de tous leurs territoires, et notamment des territoires ruraux, et en particulier des territoires hyper-ruraux, cher au sénateur Bertrand. Donc le gouvernement hésite entre la position de sagesse et la position favorable. Je pense qu'on peut aller vers une position favorable sur ces amendements, pour bien montrer que le Sénat comme le gouvernement ont une préoccupation commune, celle des territoires ruraux. On discute aussi du 829, Monsieur le Président, de Monsieur Favier. Oui, nous avions le 409 rectifié, le 829 et le 1022. Sur le 829, il nous semble qu'il n'y a pas lieu de préciser dans la loi les objectifs sociaux et environnementaux que doivent viser les orientations définies dans le schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. J'ajoute que leur caractère limitatif paraît de surcroît contraignant. Donc le gouvernement est défavorable à cet amendement 829. Favorable au 1022 et au 409 rectifié. Merci, Monsieur le ministre. Donc nous allons mettre aux voix ces amendements. Je vous rappelle, pour l'amendement 409 rectifié, il fait l'avis d'un retrait de la commission au profit de l'amendement 1022 présenté par Monsieur le rapporteur, et d'un avis favorable du gouvernement. Monsieur Montaugé, quelle est votre position? Et merci, Monsieur le Président. Je prends acte des propos de Monsieur le ministre qui a bien évalué le sens de cet amendement. Le texte de l'amendement proposé par la Commission des lois est tout à fait compatible avec celui que j'ai proposé. Donc je propose simplement de retirer mon amendement. Voilà. Merci, mon cher collègue.
Voilà pour ces débats dans l'hémicycle sur le projet de loi NOTRe pour nouvelle organisation territoriale de la République qui répartit les compétences entre les différents échelons. Les sénateurs examinaient en ce moment les compétences des régions en matière de développement économique. Vous avez pu le voir, les débats sont très feutrés, très respectueux compte tenu des événements de la semaine dernière. Pas question de faire preuve d'agressivité dans l'hémicycle, mais ces événements pèsent aussi sur le contenu des débats. Certains sénateurs, comme les écologistes, entendent bien donner une teinte plus sociale à ce texte afin d'éviter la relégation, voire l'exclusion de certains territoires. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires.